Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Y a-t-il eu de nouveaux développements pour les producteurs de lait? Alors, pour nous en parler, je reçois M. Gabriel Rancourt, président des producteurs de lait de l'Abitibi-Témiscamingue. M. Rancourt, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Rancourt. C'est très gentil à vous. Les producteurs de lait, on le sait, on en a parlé, je vous recevais en mars dernier, mars ou avril. Puis, vous étiez inquiet. C'est une question qui va venir plus tard un petit peu, là, mais seulement que moi, on n'avait pas eu le temps, lors de notre dernière entrevue, de parler du fameux guide alimentaire qui est sorti en début 2019. Là. Puis, si on regarde ce guide alimentaire, est-ce qu'on peut dire que ce dernier c'est vraiment... il vous aide pas beaucoup, les producteurs laitiers. Il me semble que, contrairement à l'autre avant, où il y avait beaucoup de produits laitiers, là, il y a beaucoup plus de produits maraîchers que de produits laitiers. Donc, pour vous, c'est un moins? Oui et non. Ben c'est un moins. Oui, parce que il faut dire que dans l'ancien guide, on avait une place vraiment privilégiée. Oui, OK. Les produits laitiers, c'était une classe à part. Là. Tandis que là, ils nous ont introduits dans les protéines. Bon. Fait que, par rapport à ça, on peut dire que c'est un déclassement un peu. Par contre, on est encore dedans, puis ils recommandent encore de consommer des produits laitiers et tout ça. Ce qui est décevant un peu, c'est que dans le guide alimentaire, la mouture 2019, là, ils nous ont dit que ils voulaient se mettre à l'abri de toute influence extérieure, du lobbyisme, des producteurs de lait, ou puis de peu importe, de toutes les tendances. OK. Et qui c'est qu'on a su par après, puis ça, je tiens à le dire, parce que c'est pas su, là, puis... c'est qu'ils se sont basés sur 9 études là, pour élaborer le guide alimentaire. Puis les 9 études avaient toutes été subventionnées par le végétal. Oh. Fait que là, tu sais, ça met comme une espèce de doute un peu. Je dis, ouais, tu sais, en tout cas. Puis dans les produits laitiers, nous autres, les producteurs, c'est pas les producteurs, c'est les universitaires, puis tout ce beau monde-là. Il y a une panoplie d'études qui nous démontrent les bienfaits des produits laitiers par rapport au calcium, par rapport à tous les nutriments. C'est pas juste une boisson, c'est un aliment. Oui, exactement. Fait que là, tu sais, mais là, nous autres, on suit sur le gros bon sens des gens. J'ai dit, écoutez, c'est quand même, les produits laitiers, c'est quand même quelque chose de bien, tu sais. Puis, mais ça a toujours été. Oui. Ce sont des vitamines aussi. Puis récemment, je pense que c'est en Australie, ils ont fait... dans le sens que nous autres, les producteurs, on souhaitait, ils ont fait une grande étude, là, le gouvernement, puis il a adopté une politique pour encourager la consommation de produits laitiers, puis ils se sont basés sur un paquet d'études sur le gouvernement. Là. C'est pas un lobby de producteurs. En tout cas, on se fie sur le gros bon sens. Nous autres, les producteurs, on est des gens de gros bon sens, c'est ça qu'on veut dire. Parce que c'est rendu que le monde, les consommateurs, c'est rendu, il faudrait pas... Tu sais, il me semble qu'un produit laitier, quand tu bois du lait ou tu consommes un produit laitier, c'est quand même pas comme prendre une boisson gazeuse. Tu sais, il me semble que c'est pas la même chose du tout. Pas pareil pantoute, tu te nourris, puis c'est un paquet de nutriments, en tout cas. C'est ça qui est ça. On a fait notre deuil de tout ça. On a dit, parce que quand on parle de produits laitiers, c'est sûr que les gens ont tendance à penser que c'est un verre de lait, oui, mais c'est beaucoup autre chose. On parle de fromage, on peut parler de beaucoup de choses qui rentrent dans les produits laitiers. Ce n'est pas seulement qu'un verre de lait. Ben oui, puis... Rappelez-vous, là, dans les années 80, la phobie du cholestérol, tu sais. Mais mon Dieu, oui. Puis là, il ne fallait plus manger d'œufs, puis il limitait la consommation d'œufs, puis de beurre. Il dit beurre. Parce que les gens, à l'époque, les nutritionnistes, puis le domaine de la santé, c'est à cause qu'on sait que dans les œufs, puis dans les produits laitiers, surtout à teneur élevée en matière grasse, il y a beaucoup de cholestérol. Fait que le monde, ils ont associé le cholestérol des produits avec le cholestérol sanguin. Fait que là, ils ont fait l'association, ils ont dit qu'il faut absolument limiter ça. Puis, par après ça, plusieurs années après, surtout les producteurs d'œufs, ils ont subi des dommages importants. Puis, plusieurs années après, là, ils ont démontré que c'était vraiment pas une bonne idée parce que les œufs, c'était un aliment complet, les produits laitiers aussi. Puis, ça apportait tellement de bienfaits que c'était beaucoup plus important que le cholestérol. Puis le cholestérol, ils se sont rendus compte, par d'autres études,
que les principaux facteurs qui influençaient le taux de cholestérol, c'était le stress, le tabagisme, l'hérédité. Il y a un paquet, il y a beaucoup d'autres choses que le lait et les œufs. Ben oui. Tu sais, le lait, là, le taux de cholestérol, il est influencé, mais les avantages qu'une personne pouvait avoir à consommer des œufs du lait étaient de beaucoup supérieurs. Fait que là, ils ont arrêté. C'est un peu comme le beurre d'arachide qui disait aux jeunes mères de ne pas donner de beurre d'arachide avant l'âge de 6 mois ou 1 an ou 2 ans. Puis maintenant, ils disent, la meilleure façon de prémunir les nouveau-nés ou les jeunes enfants puis les jeunes adultes d'allergie, il est fort, c'est dit, prenez une cuillère de beurre de pinot puis donnez-les à très bas âge, régulièrement pour qu'il se développe son immunité. Okay. Fait que là, fait que c'est ça. Fait que le guide alimentaire, c'est un peu pareil. C'est sûr que nous autres, on n'a pas vu ça comme une victoire, mais d'un autre côté, si vous voulez, c'est comme ça. Vous vous fiez au bon sens des gens c'est ça. Qui en consomment, puis vont toujours en consommer, j'en suis persuadé. Puis la consommation, depuis le guide alimentaire, ça nous inquiétait un petit brin, puis la consommation est à la hausse encore. Ah, OK. Là, pas dans le lait nature, mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que dans le lait nature, il y a une légère baisse des volumes, mais il y a une augmentation assez importante de la teneur en matière grasse. Ça veut dire que les gens se délaissent le lait écrémé, puis ils prennent du lait entier. Fait que, en termes de matière grasse, le lait nature, il se consomme plus de matière grasse dans le lait nature qu'il s'en consommait, mais moins de volume. Fait que, puis dans le guide alimentaire, ils disent d'essayer de prendre des produits allégés. Fait que on en perd. Une chatte, elle en perd ses fois. Maintenant, on ne sait plus trop. Êtes-vous au courant qui fait ce guide alimentaire-là? C'est les autorités du gouvernement, puis ils se font citer par des scientifiques, puis essayer de mettre la science en arrière de ça. Puis ils se basent des études, mais c'est comme je vous disais tantôt, on s'est rendu compte que les études qui s'étaient basées, c'était des études qui étaient financées surtout par le végétal. Fait que là, puis nous autres, on n'a pas présenté. Nous autres, on n'a rien présenté, absolument pas, parce qu'on s'était fait dire de ne pas en présenter parce qu'ils ne se baseraient pas là-dessus. Puis d'autant plus que c'est pas notre habitude non plus d'essayer de vendre votre produit. Oui, d'influencer les gens, là, pas les avantages. C'est pas dans notre... C'est pas notre avantage. Autrement dit, vous autres, les producteurs laitiers, vous laissez le guide alimentaire aller, puis il a sa place, il est là, c'est correct. Puis qu'il soit pour ou contre les produits laitiers, mais il n'est pas contre les produits laitiers, sauf que ça n'en fait plus une priorité, exactement. Disons tout simplement. Il est dedans, mais ça n'en fait pas une priorité comme ça avait été dans les autres guides alimentaires. Exactement. C'est ça. Ouais. Fait que vous avez laissé aller le courant, comme on dit, puis vous vous fiez, comme vous dites si bien, à la bonne volonté des gens. Oui, au gros bon sens. Au gros bon sens, exactement. Le gouvernement Trudeau, parce que l'émission est enregistrée le 22 octobre, donc hier, on sait tous que le gouvernement Trudeau a été reporté au pouvoir minoritairement et très fort, aussi très fort minoritaire. Donc, ça veut dire qu'il est là pour encore peut-être au moins, on dit 2 ans, 2 ans et demi, parce qu'on sait très bien que un gouvernement minoritaire, sa durée de vie, c'est de 24 à 30 mois environ. Êtes-vous, parce qu'il y a des politiques gouvernementales qui vous ont affecté beaucoup avec le fédéral. Sachant que M. Trudeau et son gouvernement est encore là, juste une question hypothétique comme ça, vous êtes libre d'y répondre ou pas. Auriez-vous aimé mieux un changement de gouvernement? Ben honnêtement, là, je pense que moi, je souhaitais que... C'est à cause que le gouvernement Trudeau, il a fait des ententes, mais il faut se rappeler aussi que le gouvernement conservateur, avant, il y avait eu des ententes aussi avec l'Union européenne. Okay. C'est le gouvernement conservateur qui avait signé ces ententes-là. Fait que, tu sais, on comprend bien, puis les producteurs comprennent bien que c'est des intérêts importants, vous savez, le commerce avec les autres pays, tout ça. On comprend ça, tu sais. Mais là, ce qui est dommage, à notre point de vue, c'est que 3 accords de suite, on a fait les frais de ces accords-là. Ça veut dire qu'il a concédé une partie de notre marché pour avoir de l'ouverture des produits canadiens sur ces marchés-là. Ça, c'est vrai. Fait que là, la dernière entente qu'il y a eu, puis monsieur, à l'époque, là, le gouvernement conservateur, nous avait promis des compensations aussi. Mais là, il a perdu le pouvoir, puis là, ça les promesses des autres. Là, on arrive si nouveau, donc nous autres, on fera les nôtres à ce moment-là. C'est ça.
Fait que là, le gouvernement, M. Trudeau, il est arrivé au pouvoir, puis là, il a fait une entente avec les États-Unis. Puis l'Union européenne aussi. Oui, l'Union européenne, c'était les conservateurs, mais eux autres, ils ont fait une entente avec les États-Unis. Avec les États-Unis, puis le groupe, pas juste les États-Unis, l'Australie, tout ça. Oui. Puis, étant donné que c'est lui, puis là, quand il a signé ces ententes-là, il était bien conscient avec Mme Freeland que il faisait des concessions importantes dans le secteur des produits laitiers au détriment des producteurs de lait. C'était clair. Écoutez, il l'a annoncé publiquement. Là. Fait qu'il a dit, inquiétez-vous pas, on a signé une entente. C'est tellement important pour le Canada, ces ententes-là. On va vous compenser comme il faut. C'est ce qui a été dit, enregistré, TP, tout, puis Mme Freeland dans le même sens. Fait que là, il y a eu un comité, puis le comité a siégé pendant plusieurs mois pour développer un programme de compensation. C'est sûr que pour nous autres, que le gouvernement Trudeau s'est reconduit au pouvoir, on ne voit pas ça de façon négative parce que, étant donné que c'est lui qui a pris ces engagements-là, puis il l'a mis au budget, puis c'est un programme qui va durer encore 7 ans, fait que nous autres, ça nous fait un petit peu comme une garantie, parce qu'il est arrivé un autre gouvernement que lui n'a pas fait ces promesses-là, il aurait-tu respecté ces promesses-là? Fait que pour nous autres, que le gouvernement Trudeau soit là, c'est une continuité. C'est exactement ça. De ce qu'il vous avait promis. On garde espoir, là. Vous savez, on garde pas rien qu'espoir. Il nous a réaffirmé à plusieurs reprises qu'il va respecter l'engagement qu'il a pris. L'engagement qu'il a pris. C'est ça. Fait que pour nous autres, c'est pas négatif. On va en parler des engagements, M. Rancourt, si vous me permettez. Le gouvernement Trudeau avait annoncé 1,75 milliard sur 8 ans. Oui. Ça concerne 11 000 producteurs laitiers canadiens. Près de la moitié de ces producteurs-là sont au Québec. Oui. Alors, pour une ferme laitière moyenne de 80 vaches, une aide directe de 28 000 d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous êtes producteur laitier? Est-ce qu'au moment où l'on se parle, on est rendu presque à la fin du mois d'octobre, est-ce que vous avez eu une compensation monétaire au moment où l'on se parle? Non. Non, mais les choses sont en train de se mettre en place pour effectivement qu'il y ait une compensation. On a eu, apparemment, là, écoutez, là, c'est ce qu'on entend, là. C'est que le gouvernement, il a communiqué avec la Commission canadienne du lait, puis il a mis en place le programme. Puis le programme, ça va être assez simple selon ce qu'on entend. Là. Ça va être le producteur, il va falloir qu'il s'inscrive à la Commission canadienne du lait. Puis effectivement, les sommes que vous avez dit tantôt, là, on parle de 28 000 pour une ferme de 80-85 vaches. Là. C'est ce qui a été, c'est l'écho qu'on a eu. Mais rien n'a été écrit. Mettons comme vous, M. Rancourt, vous êtes producteur laitier, vous n'avez rien devant vous, un papier ou peu importe, qui vous garantit que vous allez avoir X montant d'argent en 2019, puis peut-être une continuité en 2020. Est-ce que ce sont juste des paroles qui vous ont été dites ou que si vous avez dans les mains un papier qui peut vous garantir que vous allez avoir ça? Je n'ai pas de papier, mais je suis très confiant que j'ai aucun doute. OK. Tu sais, là, c'est rendu les ententes sont signées avec la commission. Là, les producteurs de lait, notre association des producteurs de lait du Québec a été invitée à transmettre le quota, la part de quota de chacun des producteurs à la commission pour qu'eux autres émettent les chèques. Fait que moi, je doute absolument pas que les producteurs de lait vont avoir le chèque. Qui c'est qui est malheureux, puis peut-être c'est une des questions qui est à venir, c'est que pour le commun des mortels, ça peut sembler une somme importante, 28 000 mais il faut penser que le 28 000 là, on a perdu plus que ça là, dans l'entente. Ah, c'est ça, exactement. Parce que ma question suivante était justement celle-là. Est-ce que c'est suffisant ou non? Parce que le commun des mortels, comme moi, je ne connais pas une ferme laitière. Alors, je me dis, bien, M. Rancourt, mettons, il va avoir 28 000 ça devrait me compenser, tu sais, qu'est-ce qu'il va avoir? Mais elles sont là, c'est pas ça. Là. Ben oui, ben c'est ça, c'est exactement ça. C'est à cause qu'il faut penser que ce qui était concédé, c'est une partie de notre marché. Là, ça revient avec les quotas, puis je sais qu'on va en parler un petit peu plus tard, là. Mais c'est une partie de nos quotas. Ça veut dire que les quotas, là, vous savez, c'est nous autres, les producteurs de lait puis de volaille, ils tiennent à ça comme la prunelle de leurs yeux parce que c'est tellement important d'avoir une garantie de notre marché. C'est notre marché. C'est la quantité de lait qu'on a le droit de produire. Puis,
l'entente fait en sorte qu'on diminue notre capacité de produire. Puis pour augmenter ça, nous autres, il faut acheter des quotas. Non, c'est ça, exactement. Fait que avant d'aller trop loin dans les quotas, j'aimerais que vous nous expliquiez c'est quoi un quota dans le domaine laitier. Bon, ben, dans les années 70, le gouvernement fédéral de l'époque, qui était un gouvernement libéral, parce que là, il faut bien comprendre une chose, c'est que le monde agricole, c'est vraiment particulier. C'est le monde agricole, là, ça prend du temps à faire un produit, peu importe la production, peu importe, là, que ce soit un producteur de porc, de viande, de lait, de légumes, peu importe. C'est beau faire des produits, mais il faut que tu les vendes. Il faut que tu y ailles sur le marché. Bon. Puis, c'est un problème de tous les pays. Là. C'est un problème parce que quand le prix est bon, tout le monde veut produire. Puis, s'il y a trop de production, bien, ça ne vaut plus rien. Ça, c'est un problème grand. Non, écoutez, c'est sûr. Là, si tu arrives et tu as trop de bœuf ou tu as trop de lait pour le marché, bien, à un moment donné, tu baisses les prix. C'est ça, exactement. Mais là, si tu baisses les prix, tu n'arrives plus. Juste une parenthèse, M. Rancourt. Si ma mémoire est fidèle, il me semble qu'il y a quelques années passées, ça ne fait pas tellement longtemps, est-ce que ça se peut, ou je me trompe peut-être dans la région de Grenby ou quelque chose de même, il y a des producteurs laitiers qui ont déversé leur lait dans un fossé parce que leur quota était atteint, ils ne pouvaient pas le vendre. Est-ce que c'est une chose possible? Je vous répète, là, les producteurs de lait, ils sont très majoritairement en faveur des quotas. Parce que c'est prévisible. Okay. Hein? Moi, là, j'ai un quota chez moi, là, que j'ai acquis, j'ai acheté du quota. Puis ce quota-là me donne le droit de vendre des produits laitiers. Puis, j'ai pas à faire à m'occuper de la commercialisation, j'ai rien à faire, là. La fédération prend ça en main. Moi, okay. Là, je fais du lait, puis le camion passe à tous les 2 jours, il ramasse mon lait, puis la mise à marché, c'est pas moi qui m'en occupe. La négociation de prix, la négociation de transport. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Okay. Moi, je fais du lait, puis je paye pour. Puis je vais acheter le meilleur prix parce que j'ai une association qui défend ça, qui négocie les prix avec les transformateurs. Fait que c'est le meilleur système qu'on peut trouver. C'est de loin le meilleur. À l'heure actuelle, on a un exemple. Là, aller en Europe, là, il avait jusqu'en 2015, c'est-à-dire il y avait des quotas de lait qui avaient été mis en place pour les mêmes raisons qu'ici au Canada. C'est à cause que là, c'est soit des surplus ou des manques, puis là, le prix varie de même, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, là, il n'y a pas de quota. Ça veut dire que... Puis là, ici, on se fait taxer au Canada. On dit, ouais, mais les jeunes qui veulent prendre ça, là, comment ils vont faire? On a des programmes à la Fédération pour essayer d'aider les jeunes à démarrer. On leur prête du quota. On fait tout pour aider les jeunes. On en fait beaucoup pour aider les jeunes, bien plus que le commun des mortels peut penser. Mais vous savez, quelqu'un qui va démarrer aux États-Unis, qui n'a pas de quota acheté, bien, il peut arriver d'une période que le prix du lait est bon. Fait que le jeune, il s'en va à la banque. Là, la banque, eux autres, ils savent, là, ils ont de l'expérience. Fait que la banque, ils sont pas ils prennent pas trop de chance, parce qu'ils savent que tu as des hauts puis des bas. Oui. Fait que c'est dur à te financer. Puis là, le jeune, il part puis il travaille pas mal fort. Puis c'est un cycle. Fait que là, le prix est bon, puis là, le prix vient moins bon. Fait que là, quand le prix vient moins bon, ben, le jeune arrête de produire parce qu'il n'y arrive plus. Il perd de l'argent, autrement. Ben oui, là, il perd sa ferme. C'est pas drôle, là. Puis là, le prix... Fait que là, il y en a gros qui vendent, Puis là, s'il y en a assez qui vendent, qui manquent de produits, là, le prix sur place. Là, c'est le prix sur place, il y en a qui redécolle. Il y a trop de produits. C'est une euro de même. Okay. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Tandis que ici, au Canada, tu t'acquiers du quota. La banque, elle va prendre une chance avec toi parce que la banque, elle sait que tu as une garantie, là. Tu as une garantie, tu vas le vendre, ton produit, là. T'as un quota, t'as une part de marché qui t'est réservée, tu l'as acheté, c'est à toi. Fait qu'eux autres, ils vont prêter en fonction. Tu l'as payé à un bon prix, celle-là. Mais ta finance, puis eux autres, ils savent là, qu'il va y avoir du financement, mais ils savent que ton prix est garanti. Tu peux voir à long terme. C'est comme un jeu de bourse, quasiment. Ben, c'est un peu ça. Mais, vous savez, admettons, là, parce que, mettons, un producteur, il dit, tu sais, on se fait souvent dire, les jeunes, ça leur prend beaucoup de sous pour démarrer, ça n'a pas de bon sens, puis c'est pas rentable, puis tout ça. Mais vous savez, partir dans n'importe quel domaine, tu t'improvises pas de même. Vous savez, moi, là, si je veux aller partir à un McDonald's à la salle, là, ben, il va dire, ah non, tu peux l'acheter, oui, mais tu peux pas en partir un autre à côté, on veut pas.
Tu pourras pas l'avoir. Si je veux me partir un garage, je veux me partir une épicerie, ça marchera pas, tu sais, à moins de faire une petite épicerie de village, de m'en crever après. Tu sais, dans n'importe quel domaine, là, c'est comme ça. Un camionneur, je te demande, un camion, s'il y a trop de camions, c'est bon rien, faut qu'ils n'aient, tu sais, ils mettent, c'est tout le temps de même. Bon, expliquez-moi une chose, M. Rancourt. Vous avez combien de vaches laitières? Moi, je suis environ 100 vaches. Bon, OK. Bon. Vous avez 100 vaches laitières. Vous avez, au moment où l'on se parle, des quotas pour ces 100 vaches laitières. Oui. OK, bon. M. Rancourt, lui, demain matin, il se lève puis il dit, bon, moi, j'augmente à 150 vaches laitières. Ouais. Vous allez chercher 150 vaches laitières. Mais là, votre quota, là, ça ne marche plus parce que là, vous allez avoir trop de lait pour les quotas que vous avez, probablement. Okay? Bon. Qu'est-ce que M. Rancourt fait demain matin s'il achète 50 vaches laitières de plus pour avoir des quotas? Comment on fait pour acheter des quotas? Ça se vend-tu comme du beurre puis du pain à l'épicerie? C'est quoi, là, exactement? Là? Expliquez-nous. Êtes-vous capable d'aller chercher les quotas pour 50 vaches de plus? Ou si vous vous informez avant, oui, je peux avoir d'autres quotas en surplus, je vais aller chercher 50 vaches de plus. Comment ça marche? Bon, OK. C'est que là, on précède une autre question que je sais qu'il va venir, là, parce que la réponse est non. Ça veut dire que, mettons, si j'ai 100 vaches, puis je veux monter de 50 vaches, puis je veux acheter du quota pour ça, c'est impossible. OK. Je pourrais pas. Je pourrais pas parce que pour acheter du quota, étant donné que le marché il est comblé par l'ensemble des producteurs, pour acheter un quota, je peux pas faire autrement que d'acheter le quota d'un autre producteur. OK. Puis les quotas d'un autre producteur, ben les producteurs, je vous le dis, c'est une longue histoire, les producteurs, ils ont mis en place une bourse de quotas. Ça veut dire que c'est vendu à la bourse. C'est un encan informatique. C'est un encan. Ça veut dire qu'un producteur qui veut vendre son quota, il l'offre à la fédération. Il dit, moi, j'ai 50 kilos, je veux m'en départir. OK? Mais là, il peut en avoir 1 ou 2 ou 5 ou 10 qui veulent s'en départir, mais il peut en avoir 4, 5, 600 qui veulent l'acheter. Oh mon Dieu, OK. Fait que là, vous comprenez que le quota... Puis là, on fait quoi, là? Avant, là, si on recule de une quinzaine d'années, là, c'était plus offrant. Mais ça, là, on se tirait dans le pied, sinon dans la tête, là. Parce que là, le plus offrant, là, ben là, à un moment donné, là, c'est un encan. C'était un encan. Quand on recommençait la production, c'était un encan crié, c'était un encan, là, public, là. Les producteurs, là, puis ils disaient, il y avait un producteur qui passait, il dit, moi, je veux vendre. Ben, il y avait un intermédiaire, là, c'est un encanteur. Oui. Il disait, bon, on a un quota de M. Lacaze, là, lui, il a 50 kilos, il veut vendre. Là. Bon, ben là, qui veut l'acheter? Fait là, le monde, là, à un moment donné, on dit, ça marche pas, là, on est 50 dans la salle, là, puis il y en a un qui l'a acheté. Fait que là, on a dit, on va mettre une limite, là. T'auras pas le droit de n'acheter plus que 5 kilos. Fait que là, bon, ben là, 5 kilos, on a 5 kilos à vendre sur 50. Qui veut? Bon, on fait un offre, OK, adjuvé. Un autre 50, un autre 5, un autre 5. On faisait ça de même, là. Okay. Là, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens, il faudrait faire ça mieux que ça. Fait que là, on a dit, on pourrait faire une bourse, le quota. On va faire une vente à la bourse. Fait que là, tout le monde qui voulait faire des offres au niveau provincial, il faisait une offre. Il dit, moi, je veux m'acheter, mettons, 10 kilos, puis je suis prêt à payer jusqu'à tel prix. Puis là, mais ça faisait monter le prix, là, parce que là, c'était toute la province. Ça n'avait plus de bon sens. Là, on se faisait vider pas mal en Abitibi. Et là, à un moment donné, on a dit, ça marche pas, là, faudrait faire ça autrement. Le prix est rendu trop élevé. Là, on remarquait, là, c'est vraiment tout à l'honneur des producteurs. C'est comme, puis quand on a mis ça en place, je suis à la fédération, il y a quelques années. Puis, tu sais, c'est exactement pareil comme, admettons, s'il y aurait des blocs ici à Macamic, là. Puis là, les blocs, ils se vendent, puis ils sont rendus chers, super achetables. C'est comme si tous les propriétaires de blocs, là, ils disent là, ça n'a plus de bon sens. Les propriétaires, là, ceux qui c'était eux autres, les blocs, ils disent ça n'a pas d'allure, ça s'est rendu trop cher. C'est spécial, hein? Les propriétaires diraient, les blocs sont trop chers. Fait qu'on va limiter le prix des blocs. Fait que les blocs qui sont rendus, mettons, un bloc, ça se vend, peu importe le prix, mais mettons, 300 000, là, c'est vraiment trop cher, ça. Acheter un bloc à 300 000 $, c'est trop cher au prix qu'ils sont loyers, on n'arrive pas. Fait qu'on va limiter la valeur. Fait que là, le bloc, là, on va dire, là, qu'il ne faudrait pas qu'il se vende plus que 200 000. Fait qu'on va le baisser à 200 000. Ouais. Mais là, les propriétaires, ils ont accepté ça. Les producteurs, ils ont accepté de baisser la valeur de leur quota. Fait que là, mais là, vous comprenez qu'il y avait ben trop d'acheteurs pour de vendeurs. Fait que là, on a dit, on va diviser le quota
au prorata des acheteurs. Puis là, on va le diviser, puis on va y aller par itération. En tout cas, c'est un petit peu complexe. On va faire des tournées d'itération. Fait que là, vous comprenez qu'1 kilo, ça permet de garder une vache à peu près 1 an, ça, 1 kilo. Fait que là, c'est rendu, on est au centième de kilo. Eh, mon Dieu. Ça veut dire que les producteurs, là, ils font un offre, là, dis-moi, ça me prend 10 kilos, là, ben, tu peux en avoir peut-être 1/10 ou 2/10 si t'es chanceux. Fait que là, ça prend du temps. Fait que votre question, c'est 50 vaches, là. Ben, moi, si je fais un offre d'achat de quota, ça se peut que je n'aie Juste pour un dixième. Pour un dixième d'une vache. Pour un dixième d'une vache. Oui. Ça veut dire on va prendre 10 mois parce qu'il y en a 4 tous les mois. OK, 10 mois avant une vache. Avant une vache. Mais, là, il y a une de vos questions tantôt que vous m'avez parlé, là, concernant le quota de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, exactement. Parce que quand on parle, là, ici, de freiner la décroissance des fermes laitières, puis bonus, quota de lait pour les fermes de la région. Oui. Bien, c'est là que j'en arrivais justement à ça, là. C'est que pour nous autres, là, ça, je vais venir à bout de convaincre mes confrères. Nous autres, le conseil d'administration de la Fédération de producteurs de lait, on est 14. Il y en a un par région. Moi, je suis de la région d'Abitibi-Témiscamingue. Moi, je représente les producteurs de chez nous. Je suis venu à bout de convaincre mes 13 chums, là, unanimement, là, que la quantité de quota qui va sortir de notre région une année, là, peu importe, là, l'année passée, il en a sorti 250 kilos. C'est pas rien, c'est 250 vaches. Là. C'est beaucoup. C'est beaucoup, là. OK. Bon, ben, il a sorti 250 kilos. L'année d'après, là, l'année qui suit ça, ben, le 250 kilos qui est sorti, là, il est prioritaire pour nous autres. Ça veut dire là, que si quelqu'un fait un offre d'achat de 50 kilos, là, ben, il peut l'obtenir parce qu'il y en a 250 qui peuvent rentrer dans la région. Il est priorisé parce qu'il avait sorti l'année d'avant. C'est sûr, ça va freiner la décroissance. Ce qui sort est prioritaire à revenir. Exactement ça. Puis des ventes de quotas, là, vous voyez, on est priorisé pour 250 kilos. L'année là, qui va débuter le 1er janvier 2020. Pour 2019, on avait 125 kilos de priorisés. Il a tout été acheté. Le 125 est acheté. Pour 2020, c'est 250. J'ai bon espoir qu'il va être acheté et tout. Puis là c'est un gros plus pour notre région. Oui, je comprends. Une dernière question. Est-ce que le temps nous presse, M. Rancourt? Ça passe tellement vite. Quand on dit que l'Abitibi, c'est le Klondike du lait, comparativement aux produits laitiers et à la production maraîchère et céréalière, qu'est-ce qui fait? C'est le climat? Ben, Klondike, c'est un peu fort, l'expression. C'est un journaliste qui a écrit ça, là, mais non, c'est à cause que la vache, c'est un ruminant. OK? Puis nous autres, on est dans un climat nordique. On est dans un climat nordique, c'est un climat frais. Tout le monde sait qu'un climat frais, le gel ou tous les climats frais, ça favorise le sucre dans la plante. On est une région que nos plantes fourragères, ils ont plus d'énergie dedans. Donc, nous autres, quand on donne le foin ou l'ensilage à nos animaux, il est plus riche en énergie. Ça nous coûte moins cher. Okay. Ce domaine-là, c'est là que c'est bon, c'est là que ça dit qu'on est une région qui fait du lait. Très vitement, une dernière question. Je vous lançais la question au printemps. Si vous étiez inquiète pour le futur en Abitibi-Témiscamingue pour les produits laitiers, êtes-vous encore inquiet? Je ne dirais pas que je ne suis pas inquiète, pas en tout. Mais je suis confiant aussi. Avec la résolution que je vous ai dit tantôt, là, qu'on pouvait récupérer le quota qui sortait, là, ça, pour nous autres, c'est un gros plus. C'est un gros plus. C'est un gros plus. Donc, vous voyez quand même l'avenir pas si en noir que ça. Oui, mais on a eu des périodes difficiles, mais là, moi, je pense qu'il y a une embellie qui s'en vient. Ça semble partir sur l'autre côté. M. Rancourt, merci. C'était vraiment très, très, très intéressant. Puis, on souhaite bonne chance à tous les producteurs laitiers. Puis, je vous remercie de votre présence à cette émission. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, M. Rancourt. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.